peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Wai Isin et je viens de Malaisie. Et je suis étudiante à l'Université de Paris 8 en Master 1 à contemporain et sciences humaines. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Erika Castellanos, j'ai 29 ans, et je suis colombienne et ça fait environ 4 ans et demi que je suis en France et aujourd'hui on se trouve à Vitry-sur-Seine. Je travaille pour une association qui fait l'accompagnement dans l'entrepreneuriat et des microfinancements, donc en gros je suis une conseillère microcrédit. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc bonjour, je m'appelle Sabine, je suis française, je travaille dans les ressources humaines et je suis interviewée aujourd'hui parce que je suis hispanophone. Tu peux te présenter? Mình tên là Mai Chi, mình sinh năm 1989. Mình là người Việt Nam, có quốc tịch Pháp, hai quốc tịch, đang sống ở Paris. Mình làm về marketing và truyền thông và mình có viết và dịch sách, viết báo. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans, je suis algérienne, je suis en France depuis déjà 4 ans et je travaille dans la conformité bancaire, je suis consultante bancaire. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Boubiline et je suis doctorante en 2e année en linguistique à l'INALCO. Je viens du Vietnam, de Hanoï, la capitale de ce pays. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Oriane Allaire, j'ai 26 ans. J'habite actuellement en campagne, plutôt vers le Perche, la Sarthe. Je vis ici depuis 3 ans maintenant. J'ai fait mes études à la fac de l'université à Rennes 2 en art, jusqu'au master 1 d'art plastique. À côté, suite à ces études-là, j'ai fait pas mal de photographie, de la danse, de la vidéo, du dessin. Et en parallèle, j'ai aussi organisé des événements artistiques et culturels. C'est combien de langues que tu parles? Combien de langues je parle? Ma langue maternelle c'est l'espagnol, j'ai appris l'anglais, mais j'ai pas mieux français. T'as des sentiments avec le malais ou non? Pas trop. Même si ça fait 14 ans que j'habite à Paris, j'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé ici, je paye mes impôts ici et j'ai eu la nationalité française. Mais je suis toujours une Vietnamienne à la base. C'est quelle langue que t'as le sentiment le plus fort? Tu le sens le plus fort en toi? Bah, pour le moment, c'est le français, hein, parce que je suis là et j'entends tout le jour et j'écoute tout le jour. Et je crois que c'est l'entourage qui change tout. Pas qui change le sentiment et qui change l'idée. J'avais un assez bon niveau en anglais et en allemand, j'étais capable de parler les 3 langues, de me débrouiller. Et donc je suis partie au Chili, j'ai appris l'espagnol et en rentrant du Chili, j'ai eu un problème à l'aéroport, je me suis retrouvée coincée en Italie. Et donc intérieurement, je me suis dit pas de problème, je vais aller trouver l'hôtesse de l'air italienne et je lui parlerai en anglais. Et je me suis approchée d'elle et quand j'ai ouvert la bouche, aucun mot anglais n'est sorti. Aucun. J'ai été incapable de parler l'anglais et depuis ce jour, j'ai perdu mon anglais. Et mon allemand d'ailleurs. L'espagnol a pris toute la place. Il a fait fuir les 2 autres. Il n'y a pas longtemps, en septembre, je suis partie en Bulgarie, à Sofia. Et là-bas, ils parlent bulgarien. Et ça ressemble à aucune langue que je connaisse. Donc, quand je suis partie, j'avais un souci avec mon titre de séjour, mais finalement, je peux rentrer sans problème. Et pour les retours, j'ai eu la personne qui m'a fait le check-in, il ne comprenait pas pourquoi j'avais pu rentrer au pays.
Et j'ai essayé de les expliquer la situation et ensuite il commence à parler bulgarien avec son collègue. Ils ont pris mon récépissé et je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, je me suis sentie un peu en insécurité parce que je ne comprenais rien. Parce que mon niveau d'anglais, il n'est pas très bon. Donc j'avais du mal à expliquer bien ma situation en anglais. Et en plus, il s'est communiqué en bulgarien. Chez nous, on a un dicton qui dit que si on apprend la langue d'un peuple, on est protégé. Ils ne peuvent pas nous faire du mal, car on les comprend. Voilà. À ton avis, c'est quoi le rapport entre la langue et la culture? Il est énorme. Dans la musique, par exemple, le langage façonne notre cerveau. Ça, c'est scientifique. Et donc, chaque culture, en fonction de sa langue, va développer des talents ou des capacités pour la musique. Par exemple, il y a beaucoup de très très bons chanteurs d'opéra en Allemagne parce que les sonorités de la langue allemande développent cette partie du cerveau qui est utilisée par les chanteurs d'opéra. En France, il y a de très très bons violonistes, il y a de très bons pianistes. En tout cas, dans la musique, ça sert pas mal. Et aussi parce que la langue française, selon son degré de variété, de ce côté chantant des langues, nous permettent de développer tel ou tel art ou telle partie du cerveau qui s'exprime dans l'art. En France, il y a de très bons sculpteurs, par exemple, aussi, d'excellents peintres. Ben, tout ça, c'est lié aussi à la langue. Je ne sais pas trop, parce que d'où je viens, c'est la Colombie, et là, on parle évidemment espagnol, mais c'était pas là-bas où il est né la langue. En fait, c'était imposé. Évidemment, peut-être c'est l'effet d'être colonisé par les Espagnols, qu'il y a pas mal des habitudes qu'on a pris chez eux, des Espagnols. Donc, quand on est colonisé par un pays étranger où il est né la langue, de certaines façons, on prend certaines habitudes. Mais je trouve aussi que la langue, c'est un moyen de communication qui n'est pas forcément lié à nos habitudes. En fait, c'est plutôt les résultats de nos actions qui font les habitudes, mais pas la langue. Peut-être on communique à travers des mots, mais c'est pas ça qui va affecter notre comportement, c'est plutôt ce qu'on dit, pas la langue qu'on parle. Et tu as un souvenir précis sur le Vietnam qui t'a plus marqué Par rapport à la langue? Ouais. C'est une question difficile, je trouve, parce que il y a plein de moments où j'ai gardé beaucoup de souvenirs, mais je suppose que le moment qui m'a le plus marqué, c'est quand même mon père, parce que sa façon dont il s'exprime est très 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 expressive. Il marque beaucoup les intonations. Et comme c'est une personne très dynamique, bien forcément il parlait fort aussi, donc forcément ça m'a beaucoup marqué dans la langue, enfin, en tout cas dans l'impact de la langue dans mes oreilles. Tandis que peut-être les autres personnes elles parlaient un peu plus calmement, donc forcément j'avais moins cette impression sonore qui me reste dans les souvenirs. Quand j'ai commencé l'école primaire, donc à cette époque-là, les classes bilingues au Vietnam
vient juste de développer. Donc, pour pouvoir être sélectionné dans cette classe, enfin pour rentrer dans ces classes, il faut passer un concours. Oui, imaginez les petits garçons et les petits garçons et les petites filles qui doivent passer un examen. Donc j'ai passé ce concours et selon mes parents, s'il y a cette sélection, c'est-à-dire forcément ce sont les meilleurs élèves, enfin les meilleurs enfants, entre guillemets, qui viennent des familles plus cultivées, plus élites. Donc ils ont essayé de me donner la meilleure, selon eux. Donc c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai rentré dans ce parcours d'une classe bilingue. Je pense que j'avais un mauvais souvenir avec le français parce que j'habite à Hanoï, voilà. Donc voilà, il y a seulement je pense seulement une maîtresse qui propose les cours de français au collège et à l'école primaire. Donc elle m'a appris le français à l'école primaire et au collège aussi. Et voilà, quand j'étais en 5e, je lui ai posé une question sur la prononciation d'un mot en français parce que moi, avant, j'avais regardé, je pense, une émission sur TV5 chez moi et j'étais surprise parce que c'est pas la même façon de prononcer ce mot. Et voilà, pendant une séance, pendant un cours de français de cette maîtresse, je lui ai posé la question. Alors, j'avais regardé TV5, une émission de sur TV5. Voilà, le présentateur a prononcé de ce mot de cette façon. Et le résultat sonore, la prononciation de ma maîtresse à cette époque-là est totalement différente. Évidemment, je lui ai demandé de gentiment. J'étais petite, voilà. Et au lieu de me répondre à ma question, elle m'a cabassé devant la classe. Elle a dit, ah non, t'es nul à peu près. Voilà, t'es nul. Même si tu fais des efforts dans l'apprentissage du français, tu peux pas gagner avec. Je sais pas, mais vraiment, j'étais traumatisée. À ton avis, pourquoi on dit la langue maternelle mais pas paternelle? Je sais pas. Maternelle. Oui, c'est vrai, j'ai jamais réfléchi à cette question, mais en chinois, en mandarin, c'est aussi la même chose. Si je traduis la langue maternelle, c'est aussi un peu la même chose, quoi. C'est maternelle, c'est pas paternelle. Mais j'ai jamais réfléchi à cette question, mais je sais pas. Pourquoi? Parce que la langue, donc c'est féminin. Si c'était les langues, on dirait les langues paternelles. Pourquoi dit-on la langue maternelle mais pas paternelle? À ton avis? À mon avis, je pense que c'est la langue qu'on entend en premier, déjà dans le ventre de la maman. C'est sa voix à elle qu'on entend. Donc c'est sa langue à elle qu'on apprend en premier. C'est ce que je pense, c'est ma définition de la langue maternelle. Mais tu peux entendre ton papa aussi quand tu es dans le Oui, tout à fait, sauf que je pense que les mamans parlent plus que les papas.
Non, mais c'est qu'on est dans le ventre de la maman. Même si le papa parle tout le temps, là, ça sera pas comme... ça sera pas autant que ce qu'on entend sa maman parler. Hein. Pourquoi on dit langue maternelle mais pas paternelle? C'est un peu étonnant. Là pour le coup c'est très matriarcal. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Pourquoi on n'inclut pas les deux? Comme si forcément la langue passait par la mère. Je sais que c'est assez étonnant, je n'avais pas fait attention. C'est une façon de mettre en valeur la maman, notre maman, enfin, nos mamans. C'est pour dire que la langue, tout le monde sait que la langue c'est important. Notre langue natale, c'est important. Et si on appelle ça la langue maternelle, c'est pour rendre hommage à la femme qui nous a donné la vie, non? C'est un peu sexiste, mais d'une bonne manière. Du coup, pour continuer là-dessus, pour compléter, je pense qu'il y a peut-être une forme aujourd'hui d'illusion ou de croyance commune sur le rapport entre la mère et l'enfant. Après, je dis ça, mais j'ai pas eu d'enfant, donc je trouve que c'est un peu facile d'avoir un jugement alors que je ne l'ai pas vécu. Mais j'ai l'impression qu'on conditionne la mère à peut-être à ce qu'elle se charge de l'apprentissage de la langue, alors qu'en fait ça peut être aussi la présence du père, ça c'est évident, enfin pour moi ça l'est. Et peut-être aussi que d'un point de vue d'ordre plus psychologique, l'enfant associe l'équilibre et le socle de sécurité au démarrage dans son apprentissage avec la présence de la mère. Mais ça, j'y crois pas en fait. Je trouve que c'est très... ça manque de subtilité pour moi. Enfin, je sais que par exemple, étant petite, après peut-être qu'il faudrait que j'en reparle avec mes parents biologiques, mais il me semble que j'étais très présente avec mon père. Enfin vraiment, je sens en moi qu'il y avait un lien très fort avec mon père et du coup je suis sûre que j'ai appris aussi autant de choses avec mon père qu'avec ma mère, donc sa langue maternelle, je trouve que ce n'est pas assez exhaustif et ce n'est pas un terme qui me semble juste. Peut-être que ouais, je pense que j'y vois vraiment le côté politique derrière ce terme. Donc du coup, j'ai du mal à sortir de ça. Peut-être qu'il y a d'autres réponses. Hein. Évidemment, il y a d'autres réponses à cette question. Mais aujourd'hui, là, je les vois pas. J'ai pas assez lu de textes là-dessus, même si j'ai lu quelques textes sur la prénatalité. Enfin, pas la prénatalité, mais le moment où l'enfant est dans le ventre de la mère, et du coup, c'est un moment privilégié avec la maman, mais tu peux aussi l'avoir avec le papa, en étant en contact avec les mains. Donc, mais peut-être qu'il y a un lien fusionnel avec la mère, mais comme mon rapport à la mère est compliqué, en fait, je pense aussi, j'ai du mal à le voir, cet aspect fusionnel, tandis que ma sœur, elle a cet aspect fusionnel avec ma mère, et moi je l'ai pas du tout. Au contraire, moi c'est plus avec mon père où j'ai senti qu'il y avait cette proximité, donc cette complicité rattachée à notre vécu ou à une sensibilité commune, hein, je ne sais pas. Donc pour moi ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est un peu dur de rester enfermée, enfin pas enfermée, mais j'ai du mal à sortir de cette vision-là, quoi. Parce que par rapport à mon vécu, en fait, c'est difficile. Pourquoi on dit la langue maternelle mais pas paternelle. La langue maternelle,
Je suppose que ça vient de cette tradition que l'enfant reste avec la mère. Quoi qu'il se passe, l'enfant reste avec la mère. Et le père est celui qui est vers l'extérieur, tandis que la mère est celle qui est à la maison quand l'enfant est petit. C'est elle qui lui parle dès son plus jeune âge, tandis que le père, il est là aussi, il lui parle aussi, mais il n'a peut-être pas la même proximité. Et puis c'est vrai que dans le sein maternel, c'est là que l'enfant, la première voix que l'enfant entend, c'est celle de sa maman. Donc la première langue qu'il entend, c'est celle de sa maman. D'accord. J'ai remarqué d'ailleurs que les enfants de couples mixtes, avec deux langues étrangères, parlent d'abord la langue de la maman, ensuite ils parlent après celle du papa, et ils parlent à la maman dans la langue de la maman, ils parlent au papa dans la langue du papa. Et ils font très bien la différence entre la langue maternelle et la langue paternelle. Dans ces cas-là, effectivement, ils peuvent dire j'ai une langue maternelle et une langue paternelle. Je pense que maintenant ça existe aussi. C'est l'émergence, surtout l'émergence, on a dit, du bilinguisme. Surtout du bilinguisme précoce. Ça veut dire, alors j'ai une amie. C'est pas exactement mon amie. Elle est la fille aînée de d'Agnès. Elle vit à New York, elle est française. Elle a fait la formation, 5 ans, la formation licence et la formation master à Genève. Mais en traduction, interprétation français-anglais. Ça veut dire elle parle couramment anglais. Et maintenant, elle travaille dans une boîte de traduction à New York. Son mari, son conjoint, il est américain. Donc, il s'appelle Charles. Donc, Charles et Anne-Clarence, ils ont 2 enfants. Ils ont 2 filles. La première, elle s'appelle Iris. Et la deuxième, Chad. J'ai raté Iris pendant 2 semaines. Ah non, 2 mois, ou bien un mois et demi, quand j'étais à Dijon, parce que, Anne-Clarence, à ce moment-là, elle avait des problèmes avec son visa, avec sa carte de résidence aux États-Unis. Donc, elle est restée en France, dans la maison de sa mère à Dijon, avec la petite Iris. Voilà. Et vraiment, Iris, c'est un exemple modèle du bilinguisme précoce. Voilà, parce que Anne-Clarence, elle parle français avec Iris et son père anglais. Voilà. Et vraiment, dans ce cas-là, il faut appeler le français est la langue maternelle de Iris et l'anglais, c'est la langue paternelle de cette petite. Voilà.